Vous écoutez Une enquête dans la peau, rumeur mortelle. Deuxième partie. Tout ce qu'on découvre, c'est finalement que c'est pas un couple. Guillaume Beaucry, commandant de la brigade des recherches à la gendarmerie nationale. C'est deux personnes qui vivent dans la même maison. Elle vit au rez-de-chaussée, elle dort au rez-de-chaussée, avec l'hôtel de son fils là, dans le noir avec les bougies. Lui, il vit à l'étage, il a sa chambre où il a tout son bazar dedans. Ils font chambre à part, ils sont plus de relation, c'est vraiment un couple, ils vivent sous le même toit. Ils parlent de divorcer depuis de nombreuses années, mais ils ne sont jamais allés jusqu'au bout. C'est un drôle de couple, quoi. C'est lourd, c'est pesant chez eux. Et puis, la manière d'être d'Enda Berruet engendre ce climat pesant. Ce qui est très compliqué pendant cette enquête, c'est que la famille de la victime et la famille Berruet se connaissent et se voient. La maman de Maëva va nous appeler, je vais la voir au téléphone assez régulièrement. On fait en sorte de ne pas avoir non plus trop de contact avec eux, parce qu'on ne peut rien leur dire. Surtout qu'Alain Berruet est très proche d'eux. Pendant tout le temps de l'enquête, il va être très proche du père de Maëva. Il va aller le soutenir, il va aller lui dire c'est terrible ce qui est arrivé à ta fille, j'espère qu'on va trouver le salaud qui a fait ça, il mériterait qu'on le tue et tout ça. Moi, tu sais, j'ai connu la même chose avec mon fils Rodolphe, qui a été tué. En 2012, vous le connaissez depuis combien de temps, Alain Berruet ? En gros, une dizaine d'années. Et quel rapport vous avez ? Amicaux, quoi. On se voyait tous les jours, quoi. Christian, père de Maëva. Il m'a même présenté ses condoléances peut-être le lendemain ou 2 jours après les faits. Lui-même m'a raconté tout le déroulé de la perquisition. Il m'a dit sont rentrés environ une dizaine de policiers dans la maison. Comme quoi ils ont saisi des chaussures, des vêtements, qu'ils ont réanalysé l'évier de la cuisine, la machine à laver et autres. Il vous a raconté toute la perquisition ? Ah oui, tout à fait, oui, le lendemain de la perquisition, oui. Vous comprenez pourquoi il est perquisitionné à ce moment-là ? Dans la mesure qu'il avait menacé Alan, ainsi que Maëva, c'est la moindre des choses. Je comprends que la police ait voir ces personnes en premier, quoi. Voilà, c'était le plus proche, en fait. On a envie de leur dire, mais éloignez-vous de lui, quoi. C'est une pourriture, mais je peux pas dire ça. Ça serait broyer mon enquête. On dit rien, on suit, on attend. On est comme le chasseur tapis, on attend. On attend notre heure pour pouvoir passer à l'action. Pour moi, c'est une enquête avec peu de personnages. C'est un microcosme, c'est un tout petit milieu, tout le monde se connaît. Brélu, Chérence, tout le monde sait qui fait quoi. Ils se retrouvent tous à la supérette du coin. Moi, j'ai l'impression d'être dans du Maigret. On est habitué à des enquêtes où parfois on fait le tour de la France, où on va partir à l'étranger, ou n'importe. Là, on a fait une enquête sur 10 km². Les jours passent. 1 semaine, 2 semaines. Et je ne pense qu'à l'enquête. Il y a une parenthèse de vie, ça c'est clair. On se lève en pensant à Maëva, on vit toute la journée avec Maëva, et on se couche en pensant à Maëva. C'est un truc de fou, hein. Vous rentrez chez vous, l'enquête elle s'arrête pas, quoi. Les affaires, votre vie privée, les petits problèmes que vont rencontrer vos enfants, on est beaucoup moins disponible. On fait sauter des vacances parce qu'on peut pas partir parce qu'il y a l'enquête. Les enfants, ma femme, ils sont pas gendarmes. Ok, ils comprennent que c'est une grosse enquête et ma femme le comprend, l'accepte, mais parfois c'est compliqué. Avec M. Beaucry, lui puis une autre personne, ils étaient venus à la maison souvent, toujours présents, et toujours, humains. Gradiela, mère de Maëva. Faire attention, ils nous demandaient comment on allait. Ils ne se sont pas contentés de faire juste leur enquête. Au bout de 15 jours, on n'a toujours pas plus de preuves. Alors je demande au juge d'instruction qu'il place tout le monde sur écoute. Tout
tout de suite, on a placé sur écoute la famille Berruet, la famille d'Alan et la famille de Maëva. Les communications sont enregistrées par un logiciel informatique et chaque matin, on a quelqu'un qui se met sur une écoute, chacun se prend une écoute et on travaille, on écoute, clac, clac. Alors au départ, oui, ça parle beaucoup de l'affaire, au départ, parce qu'on est dans le début et les gens en parlent beaucoup, puis très vite, ça revient, les gens parlent de leur vie, quoi, simplement, leurs problèmes, leurs machins. Sachant qu'on avait en plus Enda Berruet qui passait des heures au téléphone. C'était des conversations d'1h30, 2 heures. Sauf qu'une conversation d'1h30, 2 heures, vous pouvez pas la prendre en pointillé. Vous êtes obligé d'écouter les 1h30, 2 heures de conversation. Il nous a usés. C'était la punition. Celui qui se tapait à écouter Enda Berruet, c'était vraiment la punition. 2 mois et demi d'écoute. Mi-juin, on a une communication. J'avais une jeune qui travaillait avec nous, qui nous dit « Je crois que là, on a quelque chose qui est intéressant. » Mais le haut-parleur, on est 4 ou 5 à écouter autour, pour être sûr qu'on soit tous d'accord sur ce qui se dit. Enda Berruet va parler d'un sac à main qui a été ramené durant la nuit par son mari. Et c'est vraiment super intéressant pour nous, quoi. Ça veut dire que sa femme sait parfaitement ce qui s'est passé. C'est ça qui est important pour nous. C'est-à-dire que voilà, ça veut dire qu'on est sur le bon ciblage, Alain et Enda Berruet, mais que c'est pas simplement Alain Berruet. C'est-à-dire qu'Enda Berruet, mine de rien, elle est au courant de choses. Je suis certaine que c'est lui, à 99%. La mémoire me revient tout doucement, mais certaines choses sont encore floues. J'ai trouvé un sac de femme. Il était sur la table. Quand vous avez cette phrase-là, pour nous, c'est une délivrance, quoi. C'est enfin, quoi. Enfin, on a un élément important qui sort. Et là, ça, putain, c'est bon, quoi. Ça y est, on a un élément tangible. J'appelle le juge d'instruction et je lui dis écoutez, on a une communication super intéressante, je pense qu'il faut vraiment les interpeller. Là. Et là, on se pose. Là, il faut se poser, on se met autour d'un bureau et là, je cale exactement comment on va faire les équipes de garde à vue, qui va prendre qui en garde à vue. On sait qu'on part pour 48 heures, donc on organise déjà toute la garde à vue. Alain Berruet est arrêté et le compte à rebours de la garde à vue s'enclenche. Il nous voit arriver, je pense qu'il comprend. Il comprend tout de suite. On lui passe les menottes et il me dit mais vous savez, moi j'ai rien à voir avec tout ça. Vous faites une erreur. Moi j'ai pas de souci, je vais vous suivre, je vais répondre à toutes vos questions. Moi ça me pose aucun souci, mais vous savez, j'ai rien à voir avec tout ça. Je lui fais comprendre que de toute façon, voilà, on est au bout du truc, quoi. Et je pense qu'il le comprend très bien, que c'est plié, quoi. Là, il est au bout du fusil, quoi. On se dit, on tient, quoi. Plus que 48 heures, c'est réglé, quoi. On va lui faire dérouler de nouveau toute la soirée. Et petit à petit, rentrer dans les incohérences. On les positionne les unes après les autres. Donc, on crée chez lui le malaise. Par rapport à ces incohérences, il peut pas répondre. Ou il va répondre, mais répondre un peu à côté, pas trop bien. Et on va finir en lui assénant vraiment les faits les plus probants. Est-il possible que vous ayez été vu à Chérances cette nuit-là ? C'est pas possible, parce que je n'ai pas été à Chérances cette nuit-là. Comment expliquez-vous que des témoins vous aient vu cette nuit-là, à Chérances, à bord de votre camionnette ? Je ne peux pas répondre à cette question, je n'y étais pas. Avez-vous un frère jumeau avec une voiture comme la vôtre ? Non. Qu'est-ce que vous faisiez à 100 mètres de la scène du crime, le soir du meurtre ? Je n'y étais pas. Et comment expliquez-vous que votre femme, qui s'est réveillée dans la nuit, ait vu un sac à main posé sur la table de la cuisine ? Je ne peux l'expliquer. Nous vous donnons lecture d'une transcription d'écoute de votre femme. Dans cette communication, Enda dit à une amie qu'elle vous voit ressortir de la maison la nuit des faits, chaussant des bottes. Expliquez-vous. Et finalement, on lui amène tellement d'éléments, ce qui fait qu'il bloque,
il bloque et il passe le cap. Il se met à pleurer en expliquant je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est moi qui ai tué Maëva. J'ai quitté le domicile des Boulans où j'avais bu. D'habitude, je ne bois pas. En roulant, la haine est montée d'un coup dans ma tête, c'était en passant devant le cimetière. Je suis rentré chez moi pour mettre des bottes et des gants. J'ai discuté avec ma femme, je ne lui ai pas dit ce que j'allais faire, mais je pense qu'elle a compris. J'ai garé la voiture devant chez eux, j'ai ouvert la porte et c'est là qu'elle m'a vu. Elle était debout, j'avais pris une batte de baseball, je l'ai tapée à plusieurs reprises sur la tête, elle ne s'est pas défendue. Comme elle me connaissait, elle ne s'est pas doutée de ce qui allait arriver. Le bébé était dans le lit parental, je l'ai évité. Je ne l'ai pas touché. En repartant, j'ai pris le sac de Maëva. Quand je suis rentré chez moi, j'ai mis le sac à main sur la table de la cuisine. J'ai dit à ma femme qu'il s'agissait du sac de Maëva. Vous ne comprenez pas pourquoi le sac à main a été volé. Il n'y avait pas de valeur dedans, donc c'est pourquoi. Un trophée finalement. Il ramène à sa femme le trophée. Tiens, regarde, c'est fait. C'est ça, il ramène une preuve de son acte à sa femme finalement. Et il nous explique qu'il avait une forte pression de sa femme. Il n'en pouvait plus. Pendant toute cette période-là, ils ont Enda Berruet qui lui a dit qu'il était un sous-homme, que c'était pas un homme s'il vengeait pas son fils, que de toute façon c'était Maëva et Alan les coupables. Après l'enterrement de leur fils, Rodolphe, sa femme va entendre son fils gratter sous la tombe. Donc il est vivant. Il le sait que c'est faux. Mais sa femme lui dit si, je te dis, il est vivant. Donc lui, il va prendre un marteau et un burin, il va aller commencer à déceler la pierre tombale de son fils. On a presque l'impression qu'il s'est acheté la paix sociale en allant tuer Maëva et en ramenant le sac à sa femme. Et de dire, c'est bon, arrête de me traiter de sous-homme, tu vois, ça y est, je l'ai fait, je t'ai montré que j'étais un amour. C'est une fille qu'il connaissait, c'était la petite amie de son fils, de 16 ans et demi à 18 ans. Ils l'ont reçue chez eux. C'est... Même vis-à-vis il n'a pas un mot pour le père de Maëva. Pendant la garde à vue, il n'a pas un mot, alors que c'était des bons amis. Ce qui est important, c'est son fils qui est mort. Le reste, ça n'a aucune importance. Enda Berruet, elle est vraiment très compliquée. Pour l'instant, on ne sait pas quel est son rôle. Est-ce qu'elle a participé au meurtre? Est-ce qu'elle est donneur d'ordre? Est-ce qu'ils ont monté le plan ensemble pour aller tuer Maëva? Elle donne le strict minimum. Votre mari vient de reconnaître être l'auteur du meurtre de Maëva Rousseau. Souhaitez-vous faire des déclarations spontanées? Il a fini par reconnaître du bout des lèvres que oui, effectivement, Alain lui a peut-être ramené un sac durant cette nuit et qu'elle lui a dit de se débarrasser de ce sac, sachant que c'était le sac de Maëva. Votre mari a indiqué que vous avez discuté à son retour de soirée. Confirmez-vous? Quand il revient de chez les Boulans, il vient me voir. Je vois qu'il est ivre. Il met ses bottes et il me dit « Je vais voir si l'autre connard est là-bas ». À son retour, il a le sac à main et il me dit « Voilà le sac à main de Maëva ». Votre mari déclare qu'au retour du domicile de Maëva, il vous dit « Ça y est, c'est fait ». Confirmez-vous? Non, il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit qu'il avait frappé fort Maëva et qu'il ne savait pas si elle était vivante ou morte. C'est à ce moment que je lui ai dit de prendre le sac et de s'en aller. Aussi bien lui que elle, Enda Berruet, que Alain Berruet, sont centrés sur eux, sur leur peine et sur la mort de leur fils, Rodolphe. Le reste, ils s'en foutent, ça n'a aucune importance. La mort de Maëva, le meurtre de Maëva, tout ça, ils s'en foutent. C'est rien à côté de la peine que eux, ils ont. Ils sont d'une froideur, l'un comme l'autre, ils sont d'une froideur qui est terrible.
Après ça, je vais devoir prévenir les proches qu'on a arrêté le meurtrier. Je les appelle, je leur dis écoutez, on veut voir la SR, on a résolu l'affaire. Vous venez, on va vous expliquer ce qui s'est passé. C'est dur à encaisser, c'est extrêmement dur à encaisser. Surtout pour M. Rousseau. On sent qu'il est abasourdi, il prend un coup de massue. Parce que pour lui, c'était son ami, c'était l'homme qui l'a soutenu et il comprend pas, quoi. Jamais de la vie, j'aurais supposé que c'était lui qui avait fait le coup, quoi. Ah non. À aucun moment. Non. Même malgré qu'il avait pour faire les menaces et tout, son comportement, la suite des faits, jusqu'à m'accompagner à Magny-en-Vexin, chez Pépiniériste, pour acheter une corbeille de fleurs pour la petite le jour des obsèques. Il me dit choisis, je dis ben non, c'est pas à moi de choisir, c'est toi qui offres. Il faut vraiment avoir le vice dans la peau, là. Et je me rappellerai toujours, j'étais là sur la terrasse, et puis je me suis dit comme ça, dire que je l'avais entre les mains. Voilà. C'est aussi surréaliste que de vous annoncer qu'on a tué votre enfant. Gradiela, mère de Maëva. Puisque c'est quelqu'un qui se disait très proche de mon mari, qui l'ont accueilli chez lui, qui le recevait tous les jours, qui mangeait, qui a partagé, quoi. Quand mon mari rentrait le soir, qui venait et puis qui me disait qu'est-ce qu'elle est intelligente et tout, il a dit ci, il a dit ça, il passait ses week-ends à faire du bricolage chez eux. C'est surréaliste qu'on vous dise que c'est ces gens-là. Les gendarmes organisent une reconstitution des faits. La reconstitution, c'est environ 1 an après. Il faut s'imaginer, vous rentrez dans une maison qui a été fermée pendant quasiment 1 an. On a juste vidé ce qu'il y avait dans le frigo avant de la fermer, donc ça pue. C'est une maison qui sent, quoi. D'un coup, vous vous souvenez de la première fois que vous êtes rentré dans la maison, quand vous avez vu cette jeune femme étendue, bien sûr, tout ça, ça revient. Un an après, une enquête sur laquelle on a bossé comme ça, avec des images où vous êtes arrivé le premier jour, vous avez cette pauvre fille allongée sur sa planche cardiaque, de massage cardiaque, abîmée comme ça, bien sûr, c'est des images qui reviennent. Forcément. Surtout avec le sang séché qui est encore là, quoi. On a un monsieur Berruet qui est très coopératif, qui est très poli, qui va prendre de mes nouvelles. Oh, bonjour monsieur Beaucry, comment ça va? Ouais, franchement, j'ai l'impression de revoir quelqu'un. Voilà, ça se passe bien. Il me tient par rigueur que je l'ai mis en prison. On lui refait faire tout son cheminement. Ce qui nous intéresse, c'est voir comment il va réagir. Il était là, il était coopératif, technique. Ok, vous étiez comment? Je crois que j'étais comme ça. On le voit monter. Avec ses bottes, celle-là, ça fait vraiment bizarre. C'est de l'homme qui est rentré pour tuer. Quand vous êtes à l'étage, vous le voyez arriver avec ses bottes, ses gants et sa matraque. On comprend ce qu'elle a dû ressentir, quoi. De voir cet homme arriver comme ça, qui n'a rien à faire chez elle, alors qu'elle est toute seule avec son enfant, en usette chez elle, quoi. Ça a dû être terrifiant pour elle. Le bébé, ça reste une grande question. Alors, on a 2 versions. Je ne l'ai pas vu. Et on a la version j'ai fait attention de ne pas taper dessus. On ne saura pas. Moi, quand il est parti, elle bougeait encore.
Donc est-ce qu'elle a bougé après son départ pour se rapprocher de son enfant? On ne sait pas. Pas de sentiment, pas un mot pour elle, rien. En gros, c'est ça. J'ai même pas l'impression qu'il se rende compte de l'horreur de ce qu'il a commis. Quelqu'un qui, à ce point, qui est détaché de son crime, ah non, c'est vraiment rare. C'est vraiment, moi, franchement, je crois que c'est le seul que j'ai vu comme ça. Le 19 juin 2015, Alain Berruet est condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour l'assassinat de Maëva Rousseau. Enda Berruet est condamnée à 2 années de prison avec sursis. On peut absolument pas pardonner un acte horrible tel que celui-là. Alan, compagnon de Maëva. Mais on peut pardonner à un homme et à un humain. Quelqu'un qui, comme nous, a du sang qui coule dans les veines. C'est pour moi et mon fils que je le fais avant tout, que pas pour lui. C'est juste que, voilà, ça servira à quoi? À alimenter la haine, la vengeance? Est-ce que ce sont ces valeurs-là que moi j'ai envie de transmettre à mon enfant? Non, je crois pas vraiment. Est-ce que c'est ce que Maëva elle aurait voulu? Je pense pas non plus. Le bébé, ça reste une grande question. Un bébé de 11 mois, moi, ça reste une grande question. Qu'est-ce qu'il va en sortir de tout ça? Comment lui, il l'a vécu? S'il y a 18 ans, je voyais débarquer, je trouverais ça légitime. S'il avait des questions par rapport au décès de sa maman, je répondrai à ces questions. Je lui expliquerai ce que j'en sais. Aujourd'hui, mon fils, il va bien. Il va à l'école, il a des copains, il est joyeux. Il est rempli de vie, vraiment. Il a été accompagné, il l'est encore. Moi, j'ai aussi pris mon chemin de vie, devrait aider les gens à pouvoir contribuer à amener un peu de meilleur ici. Non, on l'oublie pas. Ça, c'est des affaires qui marquent. C'est des affaires qu'on traîne toute notre vie. C'est terrible, hein. Ma femme m'a dit qu'elle m'a vu changer avec mon métier, devenir beaucoup plus froid et méfiant. Et je pense que c'est vrai. Je m'ouvre moins aux autres. On fait confiance à peu de monde, très très peu de monde. Vous venez d'écouter Une enquête dans la peau. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Une enquête dans la peau est un podcast coproduit par Initial Studio, Caméra Subjective et les films du 8e jour, adapté de la série documentaire audiovisuelle L'enquête de ma vie, produite par Caméra Subjective et les films du 8e jour, avec la participation de Planète Plus Crime Investigation, sur une idée originale de Sarah Lebas. Cet épisode a été écrit par Aurélia Brault et réalisé par Aurélia Brault et Benjamin Malherbe. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Maria Gassan. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Vincent Coueb.